un domaine qui est encore très inexploré. Il y a eu beaucoup de recherches en psychologie expérimentale. Il y en a très peu en neurosciences. On est peut-être je dirais une vingtaine à travailler sur le sujet de par le monde, à s'intéresser à la question du rêve avec des stratégies de neurosciences. Du coup, c'est vraiment un champ qui manque de développement et de force de frappe en termes de recherche. Pour autant, la psychologie expérimentale a permis pas mal avancé. Je vais essayer de vous présenter un petit peu l'état des connaissances actuellement sur le sujet aujourd'hui, même si ça sera forcément partiel et orienté sur ce que je trouve le plus important. Donc ça, en somme, c'est ce que je voudrais faire passer au cours de la conférence. Donc on pourrait s'en tenir à cette diapo-là. C'est ce que je trouve important de retenir, que c'est difficile de faire de la recherche sur le rêve, de la recherche expérimentale, quelle que soit la stratégie. C'est vraiment un objet qui par essence échappe à l'observation. Je pense que c'est important que vous sachiez, si vous ne l'avez pas encore en tête, que des rêves peuvent être produits tout au long de la nuit, dans tous les stades de sommeil. Le rappel du rêve est sous le contrôle de nombreux paramètres et mécanismes. Ça, vous en avez sûrement l'intuition, puisque les souvenirs de rêve fluctuent dans le temps et à travers les gens. Dans l'état actuel des connaissances, on a vraiment beaucoup d'arguments pour dire que le sommeil joue un rôle dans la régulation émotionnelle. Les rêves participent vraisemblablement aussi. Je vais essayer de vous exposer quelques arguments qui vont dans ce sens. Et je pense que ce qui est important d'avoir en tête dans l'état actuel des connaissances, du coup, sur la question des fonctions du rêve, c'est on a beaucoup d'hypothèses, on a peu de validation scientifique, mais par contre, on en a assez et on a assez de résultats en termes cliniques pour savoir que l'utilisation du rêve en psychothérapie est bénéfique. Excusez-moi, est-ce que vous voulez peut-être prendre le micro pour pas... Vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Au fond, pas trop. C'est bon, vous m'entendez pas. Comme ça, c'est mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Donc, voilà un modèle de collègues, qui date de 2010, qui propose les étapes qui permettent d'arriver à un rapport de rêve. Alors, évidemment, en tant que neuroscientifique, on aimerait s'intéresser au rêve vécu. D'après ce modèle, le rêve vécu, s'il est encodé en mémoire, il aboutit à un souvenir de rêve qui, s'il est traduit en mots ou en dessin, donne lieu à un récit de rêve. Mais là, on se rend bien compte que, en fait, à chaque étape, il y a une possibilité de perte et de transformation de l'information. Et donc, le seul élément objectivable qu'on a du rêve, c'est le récit du rêve, qui n'est pas du tout la même chose que le rêve qui a été vécu. En tout cas, on en a l'intuition et c'est la possibilité que ce ne soit pas du tout équivalent. Du coup, on est fort emmerdé, si je puis me permettre, pour faire de la recherche sur le rêve qui est vécu. Et outre le fait qu'on n'a pas accès directement au contenu du rêve, l'autre problème majeur, c'est qu'on ne sait pas quand le rêve se passe pendant qu'on est endormi. Donc, une fois qu'on n'a pas cette information, eh ben, on ne peut pas accéder au rêve. En fait, en tant que neuroscientifique, évidemment, la première chose qu'on voudrait faire, c'est enregistrer l'activité cérébrale pendant qu'on est en train de rêver, par opposition à l'activité cérébrale pendant qu'on dort sans rêver. Et ça, on ne peut pas le faire puisqu'on ne sait pas quand le rêve se passe. Et pour savoir quand le rêve se passe, en fait, il faudrait pouvoir avoir l'information de quand, par exemple, grâce à l'activité cérébrale qui nous dirait, bah là, il est en train de rêver, il n'est pas en train de rêver. Donc on est dans un cercle vicieux ou dans un problème qui est circulaire, dont il est très difficile de sortir actuellement. Une machine dans un scanner et lui demander rêver s'il vous plaît, ou rêver de la tour Eiffel par exemple, ça marche pas. Donc on ne peut pas faire de la neuroimagerie du rêve actuellement. Alors il y a des auteurs qui ont essayé de le faire, qui ont utilisé de l'EEG, de l'IRM. Quand vous voyez des titres qui vous disent on a réussi à décoder l'information, le contenu du rêve à partir d'enregistrements de neuroimagerie, méfiez-vous, regardez la méthode. C'est très tentant, ça fait publier des articles, mais actuellement on n'a pas réussi, on ne sait pas quelle est l'activité cérébrale quand on est en train de rêver. Donc, ouais, un propos que je trouve important, c'est le fait que les rêves peuvent être produits tout au long de la nuit, puisque depuis la découverte
du sommeil paradoxal dans les années 60, il y a eu une association forte entre rêve et sommeil paradoxal, ce stade de sommeil qui se produit surtout au début de la nuit. Du coup, au début du siècle, grâce à l'utilisation de l'électroencéphalographie, du coup, les chercheurs et les médecins ont identifié différents stades de sommeil, essentiellement, en fait, deux états de vigilance qui sont l'éveil et le sommeil, le sommeil étant décrit comme en fait un ralentissement de l'activité électrique enregistrée sur le scalp, qui était plus ou moins intense en fonction du stade de sommeil. Le sommeil lent léger, vous aviez peu d'ondes lentes, le sommeil lent profond, vous aviez beaucoup d'ondes lentes, c'était comme ça. L'éveil, une activité électrique de faible amplitude et de haute fréquence, et puis pendant le sommeil, le contraire, basse fréquence, grande amplitude. Et puis dans les années 50, une équipe américaine a découvert un nouveau stade de sommeil qui a beaucoup troublé la communauté puisqu'il avait des caractéristiques un peu hybrides. C'était un stade de sommeil, mais son activité électrique enregistrée au niveau du scalp, donc l'activité du cerveau, semblait être similaire à celle de l'éveil. Donc on avait de nouveau des fréquences qui étaient plus rapides et une amplitude qui était moins grande. Associé à cet état cérébral un petit peu hybride, il y avait des bouffées de mouvement des yeux et puis une atonie musculaire totale. Donc ça a beaucoup intrigué les chercheurs. Pendant longtemps, ils ont pensé que c'était pas un stade de sommeil en fait, puisque l'activité cérébrale ressemblait à celle de l'éveil. Et puis quand ils ont bien compris que c'était un stade de sommeil, très rapidement ils se sont dit ça serait quand même intéressant de voir à quoi il est associé. Et puis surtout, est-ce qu'il ne serait pas associé au rêve, puisque c'est un état physiologique très particulier, le rêve c'est un état cognitif assez particulier. Donc ils ont rapidement voulu essayer d'associer les deux phénomènes. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant, mais le sommeil est organisé de façon fort complexe, avec du coup les stades de sommeil qui sont organisés dans des cycles. Du coup les stades se succèdent, et à la fin de chaque cycle, on en reprend un. Et la répartition des stades de sommeil dans chacun des cycles de sommeil évolue avec le temps. Donc au début de la nuit, vous avez surtout du sommeil lent profond, et à la fin de la nuit, vous avez surtout du sommeil paradoxal. Donc, connaissant, alors ça, je fais juste une toute petite aparté pour vous recommander d'aller regarder ce programme et ces vidéos qui ont été conçues par Stéphanie Mazin, qui est un programme qui est destiné aux enfants, qui améliore le sommeil des enfants, qui explique le sommeil aux enfants. Ça, c'est très très bien, ça a beaucoup d'effets bénéfiques. Donc, d'une manière ou d'une autre, si vous pouvez en avoir utilité dans votre entourage, n'hésitez pas. Donc, sachant cette organisation du sommeil au cours de la nuit, les chercheurs se sont dit, on va réveiller les gens soit en sommeil lent, soit en sommeil paradoxal, et puis on va bien voir combien de rapports de rêve ils nous racontent. Et les premiers résultats, la première étude qui a été faite par ces Américains, elle a rapporté 6% de rapports de rêve au réveil du sommeil lent et 80% de rapports de rêve au réveil du sommeil paradoxal. Donc à cette époque-là, ils se sont dit c'est quand même assez clair comme résultat. Ils se sont dit si ça ressemble drôlement à 0, 80 ça ressemble drôlement à 100. Ils se sont dit en fait voilà, on rêve en sommeil paradoxal, l'affaire est conclue. Et c'était une découverte et une interprétation qui avait un impact majeur, puisque à partir du moment où on disait ça, ça voulait dire qu'on avait un marqueur neurophysiologique du rêve. Donc ça voulait dire, quand on est en sommeil paradoxal, on rêve, et là d'un coup on pouvait enregistrer l'activité cérébrale quand on rêve. Et puis du coup, cette hypothèse, elle était d'autant plus séduisante que tout concordait bien avec ce qu'on connaissait des rapports de rêve. Vous voyez, il y avait une bonne association. Du coup, pendant le sommeil paradoxal, il y avait une activité cérébrale qui ressemblait à celle de l'éveil. Du coup, ça collait avec le fait qu'on soit capable de faire des scénarios qui sont fort complexes, élaborés, avec des histoires qui durent dans le temps, qui sont bizarres, avec plusieurs personnages, des émotions. Le fait qu'il y ait des bouffées de mouvements des yeux, ça allait bien avec le fait que quand on est acteur dans un rêve comme dans la vie éveillée, on regarde son environnement. Et puis l'atonie musculaire, d'un point de vue physiologique, ça donnait l'impression que c'était fort cohérent, parce que si on fait tout ça, si on a un cerveau qui est actif comme à l'éveil, si on n'a pas un blocage musculaire, dans ces cas-là, on courrait dans son lit et on pourrait se blesser. Donc toutes les caractéristiques semblaient bien correspondre entre la physiologie et le contenu du rêve.
Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais il y a quand même... donc l'augmentation de la variabilité du rythme cardiaque et respiratoire, ça allait aussi avec le fait que souvent on est assez actif dans les rêves. Par contre, cette idée n'expliquait pas la tumescence des organes génitaux, qui est systématique pendant le sommeil paradoxal. Je ne sais pas si vous étiez au courant de ça, mais ça fait partie vraiment du tableau physiologique extrêmement particulier de ce stade de sommeil. Donc, tout semblait bien correspondre, et c'était d'autant plus... convaincant que quand on regardait un chat dormir en sommeil paradoxal, ça vous est tous arrivé, donc vous avez bien cette image du chat qui a les yeux qui bougent, les moustaches qui bougent, le bout des oreilles, le bout des pattes. Donc là, ça donne vraiment l'impression, là j'ai choisi cette vidéo sur YouTube qui est très explicite parce qu'il fait plus de mouvements que ce qu'on en voit habituellement. Et on a vraiment l'impression que c'est pas des mouvements aléatoires. Là, il se réveille, on a l'impression qu'il veut attraper quelque chose. C'est difficile de pas se dire, il est en train de rêver à une bestiole, à un oiseau qu'il essaye d'attraper. Donc ça, rien qu'en observant des animaux dans un état physiologique, ça semblait faire complètement sens. Et puis, du coup, il y a Michel Jouvet dans les années 60 qui a découvert le comportement onirique, c'est-à-dire que quand il a identifié la région du tronc cérébral qui est responsable de l'atonie musculaire. Donc il a fait une lésion au niveau de cette région. Du coup, on avait des chats qui étaient endormis, mais qui pouvaient bouger, en fait, qui pouvaient avoir des comportements moteurs. Et du coup, quand il a fait ça, il a constaté que ces chats en sommeil paradoxal, quand ils ont leur cerveau en bonne santé, laissé tranquille, ils bougent juste le bout des pattes, mais si on lève totalement l'atonie musculaire, et ben, ils se mettent à faire des comportements complètement complexes, qui sont tout à fait intelligibles, qui ressemblent au comportement typique d'espèces, qui sont se battre avec un adversaire, se lécher, chasser, et du coup, c'est vraiment apparu comme une confirmation du fait que, bah, vous voyez bien, on voit son rêve quand on lève l'atonie musculaire, donc on a bien affaire à une confirmation de l'hypothèse. Et puis pour finir, c'est également observé chez l'homme. Du coup, le trouble du comportement en sommeil paradoxal, chez l'homme, c'est un syndrome qui est observé, qui est annonciateur de la maladie de Parkinson. Et chez ces patients-là, suite aux lésions cérébrales qui commencent à apparaître, on a ce comportement typique qu'on peut observer du coup avec le même dispositif de polysomnographie. On voit qu'ils sont endormis et ils ont des comportements complexes. Il y a certaines... du coup, quand évidemment, les médecins ont vu ça, et ils ont fait la même interprétation. Ça donne l'impression que tout est cohérent et tout fait sens. Pour autant, du coup, les études ultérieures qui ont voulu essayer de tester, de confirmer cette hypothèse, en fait, ils se sont dit, essayons de reproduire. Et donc, ils ont réveillé des participants dans tous les stades de sommeil, dans tous les moments de la nuit, du début jusqu'à la fin, et en pratiquant ce genre d'expérience, en fait, quand on fait une revue de la littérature, on se rend compte que les chiffres qui ont été présentés par Desmond et Klapman au départ sont complètement différents de ceux qui ont été produits par les études ultérieures. Puisque, en fait, quand on fait une revue de la littérature, on se rend compte qu'il y a 50% des réveils en sommeil lent qui sont suivis d'un souvenir de rêve. Donc 50% et 6%, c'est pas tout à fait pareil, et ça commence de devenir difficile de le négliger, de faire comme si ça n'existait pas. Un argument qui est très important, c'est qu'on peut obtenir des rapports de rêve quand on réveille quelqu'un qui est en train de dormir au cours du premier cycle de sommeil, quand il n'a pas encore fait de sommeil paradoxal. Donc ça montre bien qu'on n'a pas besoin de sommeil paradoxal pour être capable de faire des rêves. Et puis, pour finir, il y a cette double dissociation qui fait qu'en fait, il y a des lésions cérébrales qui induisent une suppression totale des souvenirs de rêve.
en absence totale de modification et d'altération du sommeil paradoxal. Donc on a vraiment la double dissociation. On n'a pas besoin de sommeil paradoxal pour rêver et on n'a pas besoin de rêve pour faire du sommeil paradoxal. Donc il y a cette hypothèse qui a été vraiment remise en question par ces différents résultats. Et du coup, il y a ce chercheur, ce neuropsychologue et psychanalyste, Mark Solms, qui a proposé dans les années 2000 que, en fait, alors que le sommeil paradoxal est contrôlé par des mécanismes qui sont sous-corticaux, le rêve est lui contrôlé par des mécanismes qui sont corticaux. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'arguments pour aller dans ce sens-là, mais il y a aussi eu une forte résistance pour remettre en question cette hypothèse, puisque on revient au point de départ. C'était vraiment à la fois satisfaisant intellectuellement et c'était bien pratique pour faire de la recherche d'avoir un corrélat neurophysiologique du rêve. Donc là, on fait un peu un bond en arrière, quoi. Donc ça, c'est un côté frustrant. Ce qu'il faudra retenir, c'est que j'espère que vous serez convaincus maintenant qu'on peut rêver dans tous les stades de sommeil, à n'importe quel moment de la nuit, dans n'importe quel stade. Pour autant, on n'est pas capable de dire actuellement si on rêve tout au long de la nuit ou pas, si le sommeil est un état qui est produit de manière continue du rêve, ça on n'est pas en mesure de le dire. Donc on peut faire des rêves tout au long de la nuit. Vous pouvez garder néanmoins en tête qu'il reste un lien privilégié entre le rêve et le sommeil paradoxal, puisque en moyenne, il y a un pourcentage plus important de souvenirs de rêve au réveil du sommeil paradoxal qu'au réveil du sommeil lent. Et de manière, c'est pareil, en moyenne, les rêves du sommeil paradoxal ont tendance à être plus complexes et élaborés que les rêves du sommeil lent. Mais c'est vraiment des moyennes, et donc ça c'est intéressant, mais en tout cas on peut plus se contenter d'étudier le sommeil paradoxal pour étudier le rêve. Donc il y a la question du rappel du rêve, qui est une question qui n'est pas aussi intéressante que la fonction du rêve, mais elle a l'avantage de pouvoir être adressée de manière expérimentale. Du coup, le rappel de rêve, c'est effectivement sous contrôle de plusieurs paramètres. Il y a une équipe qui a proposé dans les années 70 qu'un des paramètres qui a un impact important sur la capacité à se souvenir d'un rêve ou pas, c'est les réveils au cours du sommeil, ou plus exactement les réveils qui interviendraient au moment où un rêve est en train d'être élaboré, où il est encore en mémoire de travail. Mais cette hypothèse n'avait pas été testée, donc on a testé cette hypothèse au laboratoire. On a demandé à des étudiants qui étaient bons dormeurs et qui soit se souvenaient très souvent de leurs rêves, soit très rarement, de venir dormir au laboratoire. On leur a mis des électrodes sur la tête pour enregistrer leur activité cérébrale. On leur a mis des écouteurs dans les oreilles avec un train de bip qui était entrecoupé de manière temporellement aléatoire par leur prénom et un autre prénom qui était non familier, qui commençait par la même lettre. Donc une fois qu'ils étaient affublés de cet attirail, on les mettait dans un lit et on leur disait vous pouvez dormir, après avoir regardé un film sans le son pendant environ 1 heure. Donc on avait un enregistrement de l'activité cérébrale à l'éveil, pendant qu'ils étaient en train de regarder un film, et puis pendant le sommeil. Pendant ces 2 états de vigilance, on avait leur activité cérébrale qui était enregistrée pendant qu'ils entendaient des sons qu'on leur demandait d'écouter sans y faire attention. Et le matin, on les a réveillés en sommeil paradoxal pour leur demander de rappeler leur rêve. Alors l'avantage de cette étude, c'est qu'elle a pu quantifier et montrer qu'effectivement, on n'a pas de différence de sommeil entre les gens qui se souviennent souvent de leurs rêves et les gens qui s'en souviennent rarement, à savoir la proportion des stades de sommeil, la latence des stades de sommeil, la microstructure du sommeil, tout était similaire entre les 2 groupes. Et il n'y a pas... Là, on avait contrôlé le réveil le matin en sommeil paradoxal, donc il n'y avait pas de différence de réveil, de stade de sommeil au cours du réveil. Et en fait, le seul paramètre qu'on a trouvé de différent entre les 2 groupes, c'est effectivement la quantité et la durée des éveils au cours du sommeil. Donc ça, c'était intéressant parce que ça confirmait l'hypothèse qui a été formulée dans les années 70. Ça montrait que les éveils nocturnes jouent un rôle dans le rappel du rêve et que c'est la durée plus que le nombre des éveils qui a l'air d'avoir un rôle important, dans le sens où la durée des éveils au cours du sommeil qui dissocie les 2 groupes, c'est 2 minutes versus 1 minute, donc c'est vraiment une toute petite différence.
Et apparemment, la limite de 2 minutes a l'air de redonner les capacités au cerveau d'encoder une information en mémoire. Mais une fois qu'on a eu ce résultat, on pouvait se demander mais pourquoi donc certains se réveillent plus que d'autres pendant leur sommeil. Du coup, là, on s'est intéressé cette fois à l'activité cérébrale, au son qu'on leur a présenté, à la fois les bips et là, ici, les prénoms. Ici, vous avez la réponse cérébrale du coup de ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves en rouge, ceux qui se souviennent rarement de leurs rêves en noir. Et vous pouvez voir que l'amplitude des réponses est augmentée chez ceux qui s'en souviennent souvent. Ici, c'est des réponses à l'éveil, donc à leur prénom à l'éveil. Et ce qui était intéressant, c'est que l'augmentation de l'amplitude des réponses à l'éveil, elle était surtout visible à une latence qui est typiquement associée à l'orientation de l'attention vers des stimuli de l'environnement. C'est vraiment une composante, cette composante P3, là, qui est connue pour ça, pour avoir un rôle dans cette fonction-là. Et puis quand on a regardé les réponses au cours du sommeil, on s'est rendu compte que c'était les réponses les plus amples. Donc quand les stimuli donnaient des réponses amples, c'était ces stimuli-là qui donnaient le plus souvent des réveils. Donc on avait cette association entre plus la réponse est ample, plus elle est susceptible de réveiller le dormeur. Et du coup, vu qu'on avait des grands rapporteurs de rêves qui avaient des réponses plus amples, on n'a pas été étonné de voir qu'ils se réveillaient plus au cours de leur sommeil. Donc la conclusion de cette histoire-là, c'est que vraisemblablement, ces grands rapporteurs de rêves, ils se réveillent plus au cours de leur sommeil, puisqu'ils ont des réponses aux stimuli de l'environnement qui sont plus amples, et du coup qui les réveillent plus. Alors une fois de plus, une fois qu'on avait observé ça, on pouvait quand même se demander encore, mais pourquoi donc certains sont plus réactifs que d'autres aux stimuli de l'environnement? Et pour répondre à cette question-là, cette fois-ci, on a augmenté un petit peu le niveau de performance de sommeil, puisque dans la première étude en électroencéphalographie, ils dormaient dans un lit au laboratoire avec des écouteurs et les filles étaient pas très longs, c'est pas très confortable. Là, on les a mis dans un scanner TEP. Le scanner TEP, vous avez la tête immobilisée, vous êtes allongé sur le dos avec un cathéter dans le bras, et la tête enfermée dans un tunnel. Bref, c'est pas les conditions idéales pour dormir. Mais comme on a réussi à enrôler des jeunes étudiants en bonne santé, ils ont réussi à dormir quand même, surtout parce qu'on les a empêchés de dormir la veille. Mais quand je vous dis ça, en fait, on les a empêchés de dormir la veille toute la nuit, du coup ils n'avaient pas dormi depuis 36 heures, ils étaient installés dans le noir après avoir mangé, et sur 50, il y en a quand même 5 qui n'ont pas réussi à dormir. Donc c'est vous dire que c'est vraiment pas idéal comme condition. Mais l'avantage de cette stratégie ici, c'était que là, on pouvait enregistrer l'activité cérébrale spontanée. Du coup, on pouvait voir si, dès au repos, en fait, au départ, quand on fait rien, est-ce qu'on a déjà une différence entre les deux groupes et dans les différents états de vigilance, c'est-à-dire à l'éveil et pendant le sommeil. Donc, on a réussi à trouver des volontaires pour cette étude qui était quand même contraignante. Suffisamment pour pouvoir comparer du coup dès qu'ils se souvenaient souvent de leurs rêves et qu'ils s'en souvenaient rarement. Et on a pu constater, puisqu'ils ont réussi à dormir, que effectivement, au repos, leur activité spontanée était déjà différente. Et ça dans tous les états de vigilance, aussi bien à l'éveil que pendant le sommeil lent que pendant le sommeil paradoxal. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on a vu que cette différence d'activité spontanée, elle se logeait au niveau de la jonction temporopariétale, avec une activité plus importante chez ceux qui se souviennent souvent de leurs rêves. Et du coup, on a interprété ces résultats de la manière suivante, puisque la jonction temporopariétale, elle fait partie d'un réseau qui est impliqué dans l'attention. Donc, c'est une région qui réagit et qui traite les informations et les capacités attentionnelles, associées aux capacités attentionnelles. Ce résultat donnait l'impression que c'était bien cohérent de se dire une activité spontanée augmentée dans cette région-là, ça induit des réponses cérébrales, des potentiels évoqués plus amples quand un stimulus est présenté. Et une fois qu'on a une réponse cérébrale qui est augmentée, dans ces cas-là, on augmente les chances de réveil à la stimulation. Et une fois que le réveil est plus long, on a plus de chances de se souvenir de son rêve, donc à la fin, on obtient des gens qui se souviennent plus souvent de leur rêve au réveil.
Donc ça, c'est la manière avec laquelle on a interprété les résultats obtenus au laboratoire. Ça fait partie d'une série de paramètres qui ont un rôle dans le rappel du rêve. Il y en a beaucoup d'autres. Donc il y a des paramètres qui vraisemblablement impliquent les capacités attentionnelles, mais il y a aussi l'activité cérébrale au réveil, les cycles circadiens, la personnalité. Les capacités cognitives ne sont pas associées à la fréquence de rappel de rêve, mais par contre les traits de personnalité, oui. Par exemple, l'ouverture à l'expérience et la créativité sont associés à une grande fréquence de rapport de rêve. Et puis il y a aussi d'autres paramètres comme le stress, l'âge et puis les psychotropes. Il y a beaucoup de paramètres. Et donc, à l'issue des travaux qu'on a fait au laboratoire, on est en train de développer un nouveau modèle de rappel du rêve qui essaye d'intégrer tous les paramètres qui sont connus, qui ont un impact sur ce phénomène, de se rappeler ou pas de son rêve au réveil. Je ne vais pas vous le détailler là, de toute façon il n'est pas terminé, mais c'est pour vous dire que où est-ce qu'on en est actuellement, c'est que on a des paramètres qui sont bien décrits, qui sont bien connus pour avoir une influence sur le rappel de rêve, mais c'est multifactoriel et que là on en est à essayer de remettre tous les paramètres ensemble. Le dernier point dont je voulais vous parler, c'est évidemment un point en lien avec les fonctions du rêve, c'est vraiment ça qui nous intéresse le plus et qui est en même temps le plus difficile à étudier. Dans l'état actuel des connaissances, je pense qu'on peut vraiment dire qu'il y a des arguments forts qui montrent un rôle du sommeil dans la régulation émotionnelle. Pour ce qui est du rêve, il y a très peu d'arguments encore actuellement, mais on en a obtenu au laboratoire que moi je trouve très convaincant, que je vais vous présenter. Du coup, on est vraiment dans une situation à pouvoir défendre et tester plus avant cette hypothèse-là actuellement. Et évidemment, ça a un impact important parce que si le sommeil et le rêve jouent un rôle dans la régulation émotionnelle, du coup, ça peut avoir des impacts et une utilité clinique qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toute façon, a déjà été montré. L'utilisation des rêves en psychothérapie a un effet bénéfique. Donc les affaires de fonction du rêve, ça fait beaucoup parler, couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été proposées. Je ne vais pas vous les décrire toutes. Je vais simplement... C'était simplement pour vous montrer que c'est celle-là dont je vais vous parler et qui me semble la plus pertinente et avec le plus d'enjeux. Donc on a essayé de la tester au laboratoire avec l'idée que, en fait, la première chose qu'on a envie de savoir à propos du rêve, c'est, donc vous avez tous déjà rêvé, vous êtes tous déjà souvenus d'un rêve, j'imagine, et donc vous avez fait cette expérience que le rêve ne remet pas en scène un souvenir tel qu'il a été vécu ou tel que vous vous en souvenez à l'éveil, c'est toujours des souvenirs morcelés, fragmentés, qui sont mis ensemble, qui sont sortis de leur contexte avec des éléments nouveaux. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique importante du rêve. Et du coup, quand on fait de la recherche sur ce sujet, la première question en fait, à laquelle on a envie de répondre, c'est un peu, mais quel filtre applique le sommeil et le rêve sur les souvenirs? Pourquoi tel souvenir est incorporé et pourquoi tel élément de tel souvenir est incorporé? Du coup, ça nous semblait un petit peu un préalable d'essayer de mieux comprendre ce lien entre les souvenirs de la vie éveillée et les souvenirs mis en scène dans le rêve. Et du coup, pour faire ça, en fait, on a demandé à des participants qui se souvenaient souvent de leurs rêves de raconter leurs rêves pendant 7 jours, le matin au réveil. Et quand ils se souvenaient d'un rêve, de noter, selon une grille qu'on leur a fournie, les éléments de leur rêve qui pour eux étaient associés à quelque chose qui s'était passé dans leur vie, à un souvenir qu'ils pouvaient identifier. Donc l'idée de cette étude, c'était vraiment à partir du rêve, est-ce que je reconnais quelque chose qui me fait penser à quelque chose qui s'est passé dans ma vie, est-ce que ça me rappelle un souvenir de ma vie? Une fois de plus, hein, si vous vous souvenez de vos rêves de temps en temps, je pense que c'est très frappant et c'est intéressant parce que c'est pas... Il n'y a pas d'histoire d'objectivité, c'est quelque chose qui s'impose à vous. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez un souvenir de rêve et vous dites « Ah bah oui, mais ça c'est parce que j'ai vu Guillaume mardi et qu'on a fait de la voile ». Et vous voyez un lien évident, et il n'y a personne qui peut vous dire oui ou non. Si vous vous réveillez, vous dites « Ah bah oui, c'est sûr, c'est lié à ça ». Et du coup, c'est ça qu'on a demandé aux participants, de nous rapporter à la fois les caractéristiques de l'élément du rêve qui était associé à leur souvenir, et puis à la fois les caractéristiques du souvenir qui était associé à l'élément du rêve.
Donc on leur a posé plusieurs questions et évidemment ce qui nous intéressait beaucoup c'était à la fois la valence émotionnelle du souvenir tel qu'il s'était passé. Du coup j'ai vu Guillaume mardi, on a fait de la voile, quelle était la balance émotionnelle de cet événement. Et puis dans votre rêve, vous faites de la voile quelque part à la montagne avec des gens que vous ne connaissez pas et là on leur demandait, et cet élément du rêve, du coup associé au souvenir, mais qui n'est pas exactement le souvenir, quelle est sa balance émotionnelle. Donc c'est ça qu'on leur a demandé. Et du coup, vu qu'on avait recruté des gens qui se souvenaient souvent de leurs rêves, on a eu beaucoup de récits de rêves qui ont été rapportés pendant la semaine, donc ça c'était super, on avait de quoi travailler. Et le premier résultat qui était intéressant, c'était de voir que 83% des rêves qui ont été rapportés avaient incorporé au moins un souvenir ou un élément de leur vie éveillée, 2 en moyenne. Donc ça montre bien que les rêves sont faits de ça. Hein. Donc là, ce 83%, pour moi, il est sous-estimé dans le sens où on demandait aux participants de nous dire ce qui était évident pour eux, qui s'imposait à eux comme un lien entre un souvenir et le contenu de leur rêve. Donc c'est que ce qui est évident. Je pense que si vous mettez si vous rajoutez les éléments où c'était moins clair, en fait le fond de la pensée c'est qu'un rêve c'est fait de souvenirs de la vie éveillée. En tout cas là ça le montre bien, des proportions fort importantes, en moyenne 2 éléments de la vie éveillée. Alors une première chose qui était importante c'était la proportion de... En fait, grâce à cette étude, on a pu dater aussi les souvenirs qui étaient incorporés dans le rêve et on s'est rendu compte que dans ceux qui avaient été identifiés comme des souvenirs dans leur rêve par les participants, il y en avait 40% qui dataient de la veille, donc ça reproduit l'observation qui a été faite par Freud il y a plus d'1 siècle maintenant. Donc le rêve utilise des souvenirs et vraiment beaucoup, en grande partie, des souvenirs de la veille. Mais ce qui est très intéressant de constater, 40% c'est beaucoup, mais c'est pas la moitié. Et il en reste quand même 60% qui sont pas de la veille. Et ces 60% qui sont pas de la veille, il y en a quasiment 40% qui sont de plus d'1 mois et qui vont jusqu'à plus d'1 an. Donc ça nous dit que vraiment, le rêve, il est capable d'aller chercher des souvenirs sur l'étendue de toute la vie et que n'importe quelle époque de votre vie peut être représentée et peut être mise en scène dans le contenu des rêves. Donc ça, c'était un autre résultat intéressant. Mais le résultat vraiment important, phare de cette étude, c'est ce résultat qui montre que en fait, la version rêvée d'un souvenir, elle est atténuée émotionnellement. Donc sur l'axe des ordonnées, en fait, vous avez l'échelle qu'on a utilisée, que les participants ont utilisée pour noter leur balance émotionnelle, soit des rêves, soit de leurs souvenirs, de la vie éveillée. En bas c'est négatif, au milieu c'est neutre, en haut c'est positif. La version originale elle est en noir, la version rêvée elle est en blanc, et vous constatez que quand le souvenir est positif, la version positive qui est rêvée, elle est moins positive. L'intensité émotionnelle est diminuée. Et ce qui est assez remarquable, c'est que en fait, ça marche, quelle que soit la valence du souvenir. De la même manière, quand le souvenir était négatif, la version rêvée du souvenir, elle est moins négative. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que quand le souvenir est neutre, sa valence émotionnelle et son intensité n'est pas modifiée dans le rêve. Donc vraiment, ça c'est un résultat, pour moi, c'est le premier résultat expérimental qui appuie fortement cette hypothèse d'un rôle du rêve dans la régulation émotionnelle. Et ça semble vraiment, en tout cas, bien câblé. Si on voulait faire de la régulation émotionnelle, on se dit, si c'était foutu comme ça marcherait. Donc une fois qu'on sait ça, évidemment, on se dit, si le sommeil et les rêves sont impliqués dans la régulation émotionnelle, si on comprend mieux les mécanismes par lesquels les rêves réussissent à diminuer l'intensité émotionnelle, et puis si on sait qu'ils font ça, forcément c'est utile de les utiliser en clinique, d'en parler en clinique, et il y a un collègue qui a fait une revue de la littérature qui a bien montré ça. Quelle que soit l'approche clinique, quel que soit le type de psychothérapie, il a pu bien montrer que l'utilisation des rêves en psychothérapie, ça a un effet bénéfique. Ça a un effet bénéfique parce que ça aide la prise de conscience du patient, ça augmente l'implication du patient dans la thérapie, ça facilite l'accès aux sujets d'importance dans la vie du patient, ça aide à établir une relation de confiance entre le patient et le clinicien, et ça aide le clinicien à comprendre l'évolution du patient. C'est pas des petits bénéfices, c'est des gros bénéfices.
Alors, une fois qu'on sait tout ça, évidemment, quand est arrivée cette crise sanitaire, cette pandémie, le 17 mars 2020, on était beaucoup de chercheurs à se dire, qui travaillent dans différents domaines, que, évidemment, on avait envie de savoir ce qui se passait dans le pays à ce moment-là. Et évidemment, quand on travaille sur le sommeil et le rêve, là tout particulièrement, parce que c'était certain que les modes de vie étaient modifiés, que le sommeil allait être modifié, et aussi que les rêves allaient être modifiés. Du coup, c'était très difficile de résister à l'envie de faire une enquête et d'essayer de documenter ce qui s'était passé dans le pays au cours du premier confinement. Donc c'était un peu compliqué parce qu'il a fallu réagir vite, et puis que du coup, on était quand même tous enfermés, donc pour faire de la recherche, c'est moins facile. Mais du coup, c'est l'avantage d'Internet et des nouvelles technologies. Ici, c'est qu'on a pu développer ça, on a pu développer un questionnaire en ligne, et quand on était tous confinés en 2020, on n'avait pas grand chose d'autre à faire que d'être sur notre ordinateur, et il y avait du temps pour faire ce genre de choses. Du coup, on a pu obtenir beaucoup de réponses. Là, actuellement, on a plus de 7000 Françaises et Français qui ont répondu au questionnaire. Et du coup, une fois qu'on a obtenu ces réponses, du coup, moi, j'avais comme objectif de faire un article pour présenter les résultats. Mais quand j'ai lu le contenu des rêves qui ont été rapportés, je me suis rendu compte que vraiment... Enfin, j'ai été un peu renversée par ce que j'ai lu. Et je me suis dit que c'était vraiment important de rendre ça accessible, de rendre un peu leurs rêves aux Françaises et aux Français, parce qu'il y avait clairement une dimension qui était, outre la dimension scientifique qui était passionnante, il y avait vraiment une dimension, au-delà de strictement psychologie expérimentale, il y avait vraiment une dimension sociologique qui était très claire, historique évidemment, mais très clairement politique. Et ça, c'était vraiment frappant, et c'était difficile de garder ça pour moi et de pas faire connaître aux Françaises et aux Français les rêves qu'ils avaient faits et que leurs voisins et que les autres avaient fait pendant le confinement. Du coup, j'ai écrit un livre pour présenter les résultats de cette enquête, et surtout pour publier un échantillon de 300 rêves qui avaient été recueillis pendant le premier confinement. Évidemment, je vous le recommande chaudement, c'est vraiment c'est spectaculaire, c'est impressionnant, et ça nous parle d'une manière vraiment différente et au cœur de l'émotion intime des gens, de qu'est-ce qui s'est passé dans le pays et qui continue de se passer encore actuellement. Donc je vous en dirai quelques extraits parce que je trouve que ça vaut vraiment le coup. Grâce à cette enquête, on a pu voir que, comme attendu, il y a eu une diminution de la qualité du sommeil pendant le premier confinement, une augmentation de la fréquence des rêves et des cauchemars, ça effectivement on s'y attendait aussi. Et puis, en fait, moi, là, ce qui m'intéressait vraiment dans cette enquête, c'est que je savais bien que les rêves allaient être modifiés, mais ce que j'avais envie de savoir, c'est comment ils allaient être modifiés. Comment le cerveau allait intégrer cette information, qu'est-ce qu'il allait en faire, et qu'est-ce que serait le résultat, de quoi seraient faits les rêves. Et c'est ça qui était renversant, c'est que les métaphores qui ont été utilisées et qui sont ressorties du contenu de ces rêves, étaient d'un percutant et d'un troublant vraiment complètement inattendu. L'autre résultat qui était intéressant, c'est évidemment, on s'attendait à une augmentation des thèmes négatifs, une augmentation de la fréquence des cauchemars, mais un des résultats qu'on a constaté, c'est que dans les différentes façons avec lesquelles les gens ont réagi au cours du premier confinement, il y avait une augmentation des émotions négatives et des cauchemars, mais il y avait aussi certaines personnes qui ont eu une augmentation de leurs rêves positifs, avec une intensité quasiment aussi importante dans les rêves positifs que dans les rêves négatifs. Et du coup, ça c'était très intéressant parce que dans toutes les hypothèses actuellement qui ont été proposées, des mécanismes par lesquels le sommeil et le rêve en fait réussissent à faire de la régulation émotionnelle, n'a jamais été proposé un espèce de phénomène compensatoire et une augmentation des émotions positives pour contrebalancer les émotions négatives. Donc il y avait vraiment un apport scientifique intéressant et important dans cette étude, mais pour moi c'est pas le plus important. Pour moi c'est vraiment les rêves qui ont été rapportés. Du coup, dans ce livre qui a été publié en novembre, il y a 3337 réponses qui ont été rapportées par des Françaises et des Français entre le 6 avril et le 12 mai 2020. Et vraiment, la raison et l'intérêt du livre, c'est les exemples, c'est les rêves rapportés par les gens. Du coup, j'ai fait une sélection, évidemment. Et j'ai envie de vous en lire quelques-uns pour vous donner un petit peu une idée de l'affaire.
Donc ça, c'est le rêve d'une femme entre 46 et 55 ans, célibataire, vivant en Bretagne, envoyé le 15 avril. Le gouvernement de mon pays devient totalitaire, plus que les pays voisins, et c'est inexorable. Les tentatives de résistance collective sont écrasées froidement. Je me réveille et je ne trouve plus le sommeil pendant longtemps, bien que je sois très fatiguée. Ça, c'est le rêve d'une femme de 36 à 45 ans, entre 36 et 45 ans, célibataire d'Auvergne-Rhône-Alpes, envoyé le 9 avril. Difficile de se souvenir en détail, mais j'ai une vie de classe virtuelle qui ne fonctionne pas. Peu d'élèves sont connectés et ça se passe mal, j'ai peu de souvenirs. Le rêve d'une femme entre 26 et 35 ans, en couple, Auvergne-Rhône-Alpes, envoyé le 18 avril. Rêve d'évasion, grande maison au bord de la mer, amis, famille, cadre paradisiaque, amusement, béatitude, bonheur. Le rêve d'une femme entre 26 et 35 ans, célibataire, vivant en Bourgogne-Franche-Comté, envoyé le 7 avril. Toilette publique très sale, faisant ressentir beaucoup de dégoût, avec ma mère et ma sœur à l'intérieur avec moi. Défécation interminable qui remplit totalement la cuvette des toilettes et en déborde avec sensation que ça n'en finira jamais. Celui-là, il est rapporté par un homme entre 18 et 25 ans, en couple, vivant en Normandie. Il a été envoyé le 12 mai. Ambiance très sombre, je me sens oppressée et quelque chose me saisit par-dessous et me soulève par les testicules, et ce dans le noir complet, sans voir quoi que ce soit, une véritable sensation de douleur au réveil. Et je finirai par un plus positif. Celui-là, il est envoyé par une femme entre 46 et 55 ans, célibataire vivant en Bretagne. Il est envoyé le 2 mai. Je me retrouve dans une ville futuriste où les bâtiments se fondent dans la jungle. Les animaux sont autour de nous. Ils peuvent parler comme des humains. Il y a un sentiment de soulagement. On a sauvé la terre. Le soleil brille et au loin, il pleut sur les champs. Les humains ont évolué et leur apparence aussi. Ils sont enfin civilisés, la nature aussi a changé, les arbres, fleurs, l'herbe peuvent communiquer. Personne ne souffre, plus de handicap, pas de malades. Maintenant les humains utilisent leur temps pour prendre soin de la planète. Les robots font des travaux difficiles et répétitifs. Ce fut le plus beau rêve de ma vie, mais je sens que c'est dans un futur lointain. Voilà un échantillon des rêves que j'ai pu recueillir pendant le premier confinement. C'est vraiment impressionnant d'intensité et de métaphores qui font un peu froid dans le dos. Une des choses qui était tout à fait frappante, c'est que la question de la privation de liberté a pris quasiment autant d'importance, voire plus d'importance que la question de la maladie, de la peur de la mort, de la pandémie. Et aussi la dimension politique, en fait, cette histoire de privation de liberté, ça a vraiment travaillé les Françaises et les Français. Dans leurs rêves, en tout cas, c'était la question des attestations et la limite. La police était systématiquement représentée de manière coercitive et la question des régimes totalitaires est vraiment arrivée très rapidement et de manière très présente. Et ce que j'ai trouvé particulièrement troublant, c'est que alors que c'est des rêves de la première vague de cette pandémie, pour laquelle on ne savait rien à ce moment-là, en fait, il y a eu des anticipations de ce qui s'est passé dans les rêves en fait, recueillis à cette période-là,
Il y a eu un écho avec les violences policières dans les manifestations qui ont été dénoncées peu de temps après. Il y a eu un écho de ces vagues à répétition qui se sont passées après, alors qu'on n'avait pas d'idée de ce qui se passerait à ce moment-là. Et le dernier point que j'ai trouvé absolument troublant et assez dramatique et qui rendait vraiment ces rêves nécessaires à partager, c'est le fait qu'ils ont beaucoup de points communs avec des caractéristiques des rêves d'Allemands entre 33 et 39 qui ont été rapportés par Charlotte Berrax dans un ouvrage publié dans les années 60. Et ça fait un petit peu froid dans le dos. Ça, je pense que c'est important de le considérer. Donc, une fois de plus, je ne saurais que trop vous encourager de lire les rêves de vos concitoyens. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.